Aujourd'hui, on fait du Helm en production et on est vraiment heureux de ça. Je m'appelle Jordan Grenat. Vous pouvez me trouver sur Twitter sur ce handle. Je posterai les liens, notamment de ces slides. Il y a pas mal de liens dessus si vous voulez les avoir. Et je travaille chez Viséo depuis 5 ans maintenant. Donc Viséo, qui est une SS2I, ESN maintenant on dit, basée un peu partout en France et qui est pas mal axée sur les nouvelles technologies, donc notamment Helm. Là-bas, donc, je fais du Helm, évidemment. Je fais aussi beaucoup de JavaScript, ou plutôt maintenant du TypeScript. Depuis que j'ai découvert les types, j'ai tendance à y rester. Du Java aussi, et plus récemment, un peu de Flutter pour des projets mobiles. Le monde actuel du front-end, en fait, il est surtout dominé par JavaScript. On parle front-end, on l'associe à JavaScript. Il y a même certaines conférences front-end qui sont en fait des conférences JavaScript, tellement les deux sont indissociables. Pourquoi est-ce que le front-end est dominé par JavaScript? Tout simplement parce que historiquement, c'est quand même le langage qui est compris par tous les navigateurs, qui a réussi à s'imposer et qui a surtout survécu à plein de changements de paradigme de programmation. On ne fait plus du JavaScript comme on faisait du JavaScript il y a 10 ans. Et pourtant, JavaScript est toujours là, il répond toujours aux besoins. C'est quand même un super langage que je trouve vraiment très beau. C'est pour ça que les critiques qui vont suivre ne sont pas personnelles, c'est des défauts que je trouve dans JavaScript. Mais je tiens à préciser que c'est un langage que j'adore personnellement. Donc le plus gros avantage de JavaScript, qu'est-ce que c'est? C'est sa rétrocompatibilité. Ce qui veut dire qu'un code qu'on a mis en ligne il y a 5 ans, qui fonctionnait en JavaScript, dans 10 ans, il est toujours censé fonctionner. Parce que quand on conçoit le langage JavaScript, la norme ECMAScript, ce qu'on essaye de s'assurer, c'est qu'à chaque fois, les nouvelles modifications soient compatibles, rétrocompatibles avec ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage, parce que du coup, un code publié aujourd'hui sera toujours compatible dans 10 ans. C'est aussi son plus gros désavantage, selon moi. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on ne peut pas déprécier des choses. Ça veut dire qu'on ne peut rien retirer du langage. Et c'est un langage qui, je le rappelle, a été conçu plutôt vite, donc qui n'est pas forcément conçu de la meilleure façon possible. Par exemple, des trucs comme ça, c'est là dans le langage et ça va rester. Nul supérieur à 0, c'est false. Nul égal à 0, c'est false. Par contre, nul supérieur ou égal à 0, c'est true. Donc voilà, ça c'est le genre d'exemple que les détracteurs de JavaScript aiment bien citer parce que c'est facile de taper sur ce genre d'incohérence. Mais voilà, ça c'est surtout des trucs qui vont rester dans le langage parce qu'on ne peut pas les retirer. On ne peut pas les retirer parce que ça peut casser le fonctionnement d'une application qui a utilisé un truc dans cette veine-là. Ce qui veut dire que la taille de la syntaxe JavaScript, en fait, en fonction du temps, si on s'amusait à tracer une courbe, totalement pas réaliste, mais vous comprendrez l'idée, c'est que cette syntaxe, elle ne fait qu'augmenter. Et surtout au moment de S6, où on a rattrapé tout le retard qu'on avait depuis 10 ans, depuis S5, on a rajouté énormément de fonctionnalités en JavaScript. Donc au final, on a un langage qui est dur à apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce langage. On a rajouté beaucoup d'éléments. Le langage, il est complexe parce qu'on a essayé de s'adapter à tous ces nouveaux paradigmes qui sont arrivés dans la programmation front. Donc voilà, ce langage est complexe, et surtout, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Je pense notamment à l'asynchrone. L'asynchrone en JavaScript, on peut le faire avec des callbacks, on peut le faire avec des promesses, on peut le faire avec des observables, on peut le faire avec des async await. Si on est un peu hipster, on peut utiliser les générateurs directement. Mais voilà, il y a plein de façons de faire de l'asynchrone en JavaScript. Et du coup, quelqu'un qui va essayer d'apprendre le langage, il va devoir apprendre toutes ces façons de faire, et surtout, il va devoir comprendre dans quel cas utiliser plutôt les observables, plutôt les promesses, plutôt des simples callbacks. Donc voilà, il y a, en plus de l'apprentissage de la syntaxe elle-même, l'apprentissage des bonnes pratiques, de comment faire les choses. Et au-delà de ça, on arrive sur le choix des frameworks. Une fois qu'on a appris le langage, il faut aussi connaître l'écosystème des frameworks, savoir quel framework est plutôt adapté à quel cas, etc. Et savoir comment faire son choix. Donc on va devoir en plus en savoir assez sur chacun pour essayer de trouver celui qui va correspondre à notre projet. Et au-delà de ça, on va devoir apprendre le framework lui-même, qui va avoir sa propre courbe d'apprentissage. Une fois qu'on a fait notre application, il y a aussi tout le tooling autour qui est un peu compliqué en JavaScript. Historiquement, on a bricolé. On arrive aujourd'hui à un stade où ça commence à se rationaliser un petit peu. Donc on a souvent des CLI qui vont nous aider et faire beaucoup de choses pour nous. Mais voilà, historiquement, l'outillage en JavaScript, ça a toujours été un point un peu compliqué, et aujourd'hui encore, ça reste compliqué pour pas mal de trucs. Le langage est complètement dynamique, ce qui veut dire qu'il est très dur à optimiser. La principale source d'optimisation, en général, quand on essaye de publier du code JavaScript, c'est de ne pas publier du code JavaScript. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas utilisé, on va essayer de le virer de nos sources. Mais comme c'est un langage dynamique, on n'est jamais sûr qu'une fonction n'est pas appelée, qu'elle n'est pas référencée. Depuis ES6, on a un peu plus de contrôle là-dessus, puisqu'on a des modules statiques qui permettent de dire si un module n'est jamais importé, tout ce fichier-là, on n'a pas besoin de le mettre.
Par contre, dans les fichiers qui sont importés, on a toujours plein de fonctions qui servent à rien, qui sont dans le code de production. Et tout l'outillage va essayer de réduire ça. Du coup, on a des assets qui sont assez gros, enfin plus gros qu'ils ne devraient l'être en tout cas, ce qui fait que les temps de chargement sur le web sont un peu plus longs si on ne fait pas attention. Ce qui nous amène aussi à un build complexe pour essayer de rectifier ce défaut, surtout si on rajoute en plus des trucs genre Babel pour utiliser la nouvelle syntaxe avant qu'elle soit disponible. Et voilà. Et un point qui, pour moi, me chagrine un peu en JavaScript, c'est que j'ai pas confiance dans mon code en JavaScript. Quand je fais du JavaScript, que j'écris une fonction, je reçois des arguments et mon premier réflexe, c'est de me dire mais qu'est-ce qui se passe si ces arguments ils sont nuls ou undefined? J'ai toujours cette espèce d'appréhension de me dire bon bah là faut que je gère des cas. Il y a des trucs qui peuvent foirer. Depuis que je suis passé à TypeScript, j'ai pu utiliser l'option strict null check qui permet de réduire un peu ce truc-là, mais dès qu'on sort de TypeScript, en fait, on a toujours ce problème de null et undefined. Donc, un code, je lui fais jamais totalement confiance. Comme c'est un langage qui est très dynamique et qui n'a pas de type, l'IDE en général est capable de vous aider dans une certaine mesure, mais il ne va pas plus loin. On trouve souvent bien moins d'outils de refactoring, notamment que pour des langages comme Java ou d'autres langages typés, faiblement ou fortement typés. Et du coup, les refactoring, ils sont assez douloureux en JavaScript. Quand on a un gros refactoring qui va toucher plusieurs fichiers, en général, on est un peu... on va tester, quoi. Évidemment, on va écrire des tests, on va revérifier le comportement, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beau avoir une couverture de test qui est forte, si je ne teste pas la feature directement, je ne lui fais pas confiance. Et surtout, du coup, on a un cycle de feedback qui est assez court, qui est assez long, pardon, qui est assez lent. Parce que du coup, on va souvent avoir des bugs qui vont remonter au runtime. Et souvent, ça ne sera même pas vous, ça sera vos utilisateurs qui vont remonter ces bugs. Donc voilà, on a un feedback qui est lent et qui du coup va mettre du temps à faire corriger les bugs. Et le point le plus important, c'est qu'en JavaScript, les dépendances, c'est un risque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Leftpad. Est-ce qu'il y en a qui... Ok, quelques-uns. Alors, Leftpad, c'est un petit module en JavaScript, publié sur NPM, la bibliothèque de JavaScript, enfin le package manager de JavaScript, qui fait une chose très simple. On a une chaîne de caractères, on veut qu'elle fasse une certaine taille, et si elle fait moins que cette taille-là, on va rajouter des caractères au début de cette chaîne pour qu'elle fasse la bonne taille. Un exemple d'application, par exemple, vous avez une date, on est le 9 janvier, vous voudriez avoir 0,9, donc vous allez avoir le 9 et vous allez dire pas de left avec des zéros jusqu'à ce que ça fasse 2 caractères. Ce petit module, il n'était pas présent avant dans la bibliothèque standard JavaScript, donc il y avait un module NPM qui le faisait, 11 lignes de code. Un jour, son auteur a eu des petites démêlés avec NPM et a décidé de retirer son module du package manager. Et du jour au lendemain, en fait, on a des dizaines, des centaines de projets qui se sont cassés la gueule parce qu'ils dépendaient de ce module et du coup, tout leur build était cassé. C'était une période assez marrante dans l'écosystème JavaScript. C'est plus possible aujourd'hui parce qu'on ne peut plus dépublier un module, mais il y a d'autres choses qui se produisent dans l'écosystème JavaScript. Notamment l'incident à propos d'EventStream. Qui en a entendu parler? À peu près le même nombre de personnes. Donc EventStream, c'est pareil, c'est un petit module utilitaire, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'il fait, qui était utilisé notamment dans une autre bibliothèque qui permet de gérer de la crypto-monnaie, donc de la monnaie type Bitcoin ou autre. Et ce module, donc EventStream, le mainteneur avait plus le temps de le maintenir, donc il a essayé de chercher quelqu'un dans la communauté qui pouvait reprendre ce package-là. Donc il a cherché, et puis quelqu'un s'est proposé, a dit « moi je veux bien reprendre ce package et le maintenir ». Sauf que cette personne, après quelques temps, elle a introduit un code dans son package. Ce code, il détectait s'il se trouvait importé dans le module de crypto-monnaie, et si c'était le cas, il récupérait les credentials pour récupérer l'argent. Et ça, c'est resté en production pas mal de temps. Donc voilà, les dépendances en JavaScript, c'est augmenter la surface de risque. Parce que le langage est dynamique, on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais quels effets secondaires peuvent se produire. C'est un risque. Tout ça va m'amener au final, parce qu'on parle beaucoup de JavaScript, au langage Helm. Alors en général, à ce moment-là du talk, je fais un petit disclaimer pour dire que je suis désolé de vous apprendre ce langage, parce qu'on est vendredi. Après, c'est le week-end. Vous pouvez oublier votre week-end si vous testez ce langage. Et lundi, vous allez revenir au boulot, faire du JavaScript, et ça ne sera plus pareil. Donc voilà, je suis désolé. Alors, définition un peu académique de Helm. Helm, c'est un langage fonctionnel typé pour créer des applications rapides, fiables
pour créer des applications web rapides et fiables. Il y a pas mal de choses qui sont importantes dans cette définition, on va les explorer un petit peu. Déjà, c'est fait pour faire des applications web, et c'est tout. On ne va pas faire de back-end, on ne va pas faire de l'embarqué, on ne va pas faire tout ce que fait JavaScript. On se concentre sur un domaine précis, des interfaces et des applications web. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'outils en fait, pour remplir cette tâche-là. Helm, c'est resté un langage minimal qui a tendance à rétrécir niveau syntaxe en fonction du temps. Et surtout, bah, il fait qu'une seule chose, il le fait bien. Tout est pensé pour faire des interfaces et les faire bien. Il est statiquement typé, ce qui veut dire que grâce au système de type, bah, il y a plein de bugs que vous allez pouvoir ne pas faire compiler. Si ça ne compile pas, ça ne sera pas en production. Donc vous allez pouvoir éviter plein de bugs. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne exactement. Comme il y a des types qui permettent d'aider tous les outils d'analyse syntaxique et statique, on va avoir un IDE qui peut vraiment vous aider, à la fois sur les refactoring, sur tout ce qu'il y a à faire. Donc vous allez pouvoir avoir des refactoring qui sont vraiment faciles. Et surtout, bah, ces refactoring vont être vérifiés par le compilateur. Parce qu'on a un adage en Helm, quand ça compile, ça marche. Et souvent, c'est le cas. Et du coup, bah, vous avez un cycle de feedback extrêmement rapide, puisque vous avez à peine tapé quelque chose que vous savez si ça va marcher ou pas. C'est un langage qui est safe, qui est fiable. Ici, on a un dashboard des erreurs en production, donc des runtime exceptions pour NoRedInk. NoRedInk, c'est un des plus gros utilisateurs de Helm à l'heure actuelle. Donc, c'est les erreurs qu'ils ont eues en production depuis 3 ans sur leur application. C'est une application d'e-learning, donc c'est un truc assez gros, avec pas mal de fonctionnalités. On voit qu'en JavaScript, il y en a à peu près, on va dire, 65 000, 67 000 en 3 ans. À votre avis, la courbe de Helm, elle va atteindre quel niveau? 10 000, j'ai entendu. La courbe de Helm, elle est déjà là, en fait. Elle est déjà là. Ils n'ont pas eu 0 erreur, parce que dans les versions précédentes de Helm, il était possible de dire je suis tellement sûr que ce cas ne peut pas se produire que s'il se produit, tu crashes l'application. Et le développeur s'est trompé, parce qu'on est humain. Et du coup, l'application a planté 7 fois, je pense, en 3 ans. En 3 ans de production. Ça, c'est même plus possible aujourd'hui, parce que maintenant, on est obligé de gérer tous les cas, donc maintenant, ce compteur ne s'incrémente plus. On est vraiment resté à cette exception pour NoRedInk depuis 4 ans maintenant. Alors, il faut relativiser, parce qu'ils ont quand même 17 000 lignes de code JavaScript, ce qui n'est pas négligeable, et en face, ils ont seulement 200 000 lignes de code Helm. Donc voilà. Bon, c'est à relativiser, parce que vous verrez que Helm a un style très vertical, donc ça correspond peut-être à un équivalent de 120 000 lignes JavaScript. Mais voilà, 200 000 lignes de Helm, ça va produire 7 erreurs, et maintenant ça n'en produit plus. Là où 67 000 lignes de code JavaScript, ça va produire... Non, 17 000 lignes de code JavaScript, ça va produire 65 000 erreurs. Et ça, c'est vraiment des garanties du langage, c'est vraiment un des points forts du langage. C'est aussi un langage fonctionnel, donc je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est le fonctionnel, je vais juste vous mettre des petites définitions indigestes que vous pourrez potasser. Donc, la programmation fonctionnelle, en fait, c'est une façon d'écrire des programmes avec des fonctions pures et d'éviter tout ce qui est mutabilité et effets secondaires. Et tout est là, en fait. On va essayer d'éviter les effets secondaires et on va essayer d'avoir un programme avec lequel on peut raisonner plus facilement. La programmation fonctionnelle, c'est un terme que vous ne retrouverez pas quand vous apprendrez Helm, parce qu'au final, vous l'utilisez sans même vous en rendre compte. Vous avez juste 2-3 vraiment petites notions à apprendre au début, qu'on verra nous-mêmes, et après, ça va tout seul. Une fonction pure, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction dont le résultat dépend uniquement de ses paramètres en entrée, et qui ne peut pas avoir d'effet secondaire. Donc, en fait, une fonction... en fait, cette propriété, pour moi, je la résumerai en un seul mot, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que là, vous avez une fonction JavaScript qui s'appelle sendEmail. Elle prend un utilisateur en argument, elle va a priori envoyer un email à l'utilisateur. Mais ça, vous ne le savez pas. Tant que vous pouvez appeler la fonction, vous ne savez pas si elle va envoyer un email. Notamment quand vous appelez la fonction, vous ne savez peut-être pas, sans regarder la définition, que si l'email est nul, ça va vous renvoyer une exception. Une exception que si vous ne gérez pas, va se retrouver directement exposée à l'utilisateur. Et ça, vous ne le savez pas en utilisant la fonction si vous n'allez pas voir la déclaration de la fonction. Et là, c'est plutôt joli, mais on a vu qu'avec EventStream, il peut se passer des choses un peu moins jolies. Par exemple, ça pourrait envoyer des missiles nucléaires. Bon, si vous en êtes là dans votre boîte, c'est qu'il y a d'autres problèmes, je pense, et il serait peut-être temps de changer d'entreprise. Donc voilà, en Helm, tout ce qui est effet secondaire, tout ce qui va produire quelque chose en dehors du scope de la fonction, c'est explicite. Ça va s'appeler des commandes, et on les verra. Si vous utilisez la fonction, vous savez qu'elle fait quelque chose. Vous n'avez aucun moyen de dire mais je ne savais pas que ça envoyait des mots de passe et passwords à quelqu'un d'autre, vous le savez.
Du coup, vous n'avez pas d'effet secondaire indésiré. Et vous avez un code qui est un peu plus fiable. C'est très rapide parce que du coup, tout est statique, donc on peut vraiment éliminer tout le code inutilisé jusqu'à la fonction. Donc dans un même fichier, vous pouvez importer un fichier avec 10 000 fonctions. Si vous n'en utilisez qu'une, vous aurez cette fonction dans votre code en production. Tout est pur, ça permet de faire beaucoup d'optimisation avec Glyphage.js notamment. Donc ça permet en plus de réduire la taille des assets. Donc du coup, on a des assets qui sont plutôt petits. Je ne vous demande pas de me croire, il y a des graphes et des tests un peu partout. Ça, c'est un exemple sur le Real World App. Donc c'est un ensemble de specs qui définissent une application de taille assez respectable. Et on peut voir que Helm arrive bien en dessous du trio de tête, du trio Angular, Vue et React niveau taille de l'application. Il y en a d'autres qui battent Helm, comme Svelte ou des frameworks qui sont un peu plus bas niveau, on va dire, ou compilés. Et une phrase importante quand on commence à apprendre le langage, dans le guide, c'est une des premières phrases, et ils vous disent que Helm met vraiment l'emphase sur la simplicité, la facilité d'utilisation, et surtout un tooling de qualité. Et ça, rien que ça, c'est la philosophie entière de Helm. Parce qu'on va se concentrer effectivement sur la simplicité, la facilité d'utilisation. Donc cette simplicité, elle vient directement du fait qu'on essaye de faire qu'une seule chose, on essaye de faire des interfaces web, on le fait bien. Et du coup, les nouvelles versions, souvent, on va se concentrer sur comment simplifier la syntaxe, comment amener le langage à une forme qui est la meilleure pour réaliser sa tâche. Donc, les dernières versions, on a surtout eu des suppressions de syntaxe. Les API sont vraiment pensés longtemps, testés, etc. En Helm, en général, on pratique ce qu'on appelle le Example Driven Development. On va écrire les exemples avant de commencer à écrire une bibliothèque, ce qui permet vraiment de voir si ça va être facile à utiliser et compréhensible. Et du coup, on se concentre aussi beaucoup sur les noms, comment nommer les choses, et sur le fait de tout rendre explicite. En Helm, tout est explicite. Par exemple, le routing, vous aurez un peu plus de code à faire que ce que vous pouvez avoir en React, Angular ou autre. Par contre, vous allez comprendre tout ce qui se passe. Et du coup, vous serez capable de faire absolument tout ce que vous voulez. Le tooling de qualité, dès que vous installez Helm, vous avez accès à tous ces outils. Donc un compilateur, un starter de projet, un package manager, un environnement de dev qui va vous compiler le code directement, un REPL qui permet de faire du Helm en ligne de commande, on va l'utiliser juste après. Le test runner, il n'est pas directement installé, par contre, il y en a un seul dans toute la communauté, donc vous n'êtes pas perdu à savoir quoi utiliser. Et pareil, vous avez des outils de documentation, et notamment, vous êtes obligé d'ajouter de la documentation à tous vos packages que vous publiez sur le gestionnaire package. Si vous oubliez de commenter une méthode, le compilateur va vous le dire. Pour le coup, il ne vous oblige pas à commenter, vous pouvez mettre un commentaire vide, par contre, vous ne pouvez pas oublier de commenter une méthode en la publiant. Du coup, la documentation ressemble à ça pour tous les packages, c'est un même format, donc c'est très utilisable et on n'est pas perdu à chaque fois à essayer de comprendre la documentation. En Helm, on a ce qu'on appelle le semantic versioning. C'est la même philosophie que NPM, et ça se base sur un triplet de 3 nombres pour une version de package. Donc, le 3 ici, c'est ce qu'on appelle le fixe, et ce nombre, on va pouvoir l'incrémenter si jamais on publie quelque chose qui ne change rien à notre package d'un point de vue interface. Donc ça veut dire que pour le monde extérieur, vous avez rien changé. Donc quelqu'un qui utilise votre package, il ne devrait pas avoir son code cassé parce que vous avez incrémenté la mineur. Par contre, dès le moment où vous rajoutez quelque chose à l'interface exposée, dès le moment où il y a une nouvelle fonctionnalité pour le monde extérieur, vous allez devoir incrémenter le deuxième nombre qui s'appelle la mineur. Et dès le moment où vous changez un comportement, où il y a ce qu'on appelle un breaking change, vous allez être obligé d'augmenter la majeure. Donc ça, c'est utilisé par NPM notamment, sauf qu'en NPM, c'est le développeur qui décide cette version. Donc souvent, on va faire des mises à jour en pensant que tout va bien, parce qu'il y a juste la mineure qui a été augmentée, et on se retrouve avec un build complètement pété, une application qui ne marche plus. C'est pour ça que même mettre à jour des dépendances en JavaScript, en général, on se prévoit l'après-midi ou la journée. Avec Helm, c'est pas possible parce que c'est le compilateur qui va, enfin le package manager pour le coup, qui va vous dire OK, je vois que tu as rajouté un truc, donc il faut que tu incrémentes la mineure, tu n'as pas le choix. C'est pas vous qui choisissez votre version, c'est le package manager qui analyse votre code, qui compare les deux versions et qui vous dit quoi augmenter. Donc vous pouvez faire des mises à jour de package vraiment les yeux fermés. Il y a une communauté qui est vraiment très, très accessible, je trouve qu'il y a une philosophie qui est plutôt sympathique. Ça se voit notamment parce que le concepteur du langage, qui s'appelle Evan Saplicki, il donne beaucoup de talks, mais pas directement centré sur Helm, mais plus sur comment il arrive à animer la communauté, ce qu'il essaye de faire pour qu'on ait une communauté inclusive, etc. Donc notamment ce talk qui est très bon, que je vous recommande, qui s'appelle Code is the easy part. Et on a d'autres talks aussi, par exemple, Bâtir la confiance, qu'est-ce qui a marché par Richard Feldman, un des plus grands
speaker dans le monde Helm, et un autre talk d'Evan Saplicki qui essaye de revenir sur la notion de succès dans une communauté en ligne. Essayer de voir qu'est-ce qui peut faire le succès d'un langage ou d'une communauté. Cette communauté, elle se retrouve principalement sur le Slack et sur le Discourse, qui est un forum en ligne, on va dire. Sur le Slack, ils sont vraiment très, très ouverts et à même de vous aider, donc n'hésitez pas à y aller pour poser toutes vos questions et essayer de comprendre les choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un petit peu la syntaxe. Donc on va voir rapidement les différents éléments de syntaxe. Pour ça, je vais switcher mon affichage. OK. Alors, est-ce que c'est lisible pour tout le monde en haut? Si je tape... Oui? OK. Vous ne m'avez pas répondu. Pas gentil. Donc quand vous installez Helm, vous avez accès notamment, je vous l'ai dit, à un REPL, qui est donc un terminal qui va vous permettre d'exécuter du Helm directement. Donc, alors, en Helm, on a des chaînes de caractères, évidemment. Merci. Donc voilà, on tape une chaîne de caractères, et ce qu'on a derrière, c'est ce qu'on a, donc la valeur de retour, et le type de cette valeur de retour. Comme je vous l'ai dit, Helm, c'est un langage typé, et là, vous avez ce qu'on appelle une annotation de type. Donc, 2 points, le type, c'est une annotation de type. Donc là, il nous dit, bah, c'est une chaîne de caractères. OK, on doit avoir des nombres. Et là, on voit qu'effectivement, il nous dit c'est un nombre, mais là, il utilise un n minuscule, alors que tout à l'heure, on avait une majuscule. Parce que number, c'est pas vraiment un type, c'est une espèce de variable qui représente un type. En fait, c'est sa façon de nous dire, OK, j'ai compris que c'est un type, mais je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en Helm, on a à la fois des floats et des entiers qu'on verra tout à l'heure. Donc on a des opérations basiques, hein, l'addition, la division. Donc ça, c'est la division entière avec les 2 slash. Donc là, on voit qu'on a un entier. Et on a aussi la division classique. Donc voilà. Est-ce qu'on peut concaténer des chaînes de caractères? Hop, on va faire comme en JavaScript. Hop. Et là, on a une erreur du compilateur. Et en Helm, les erreurs du compilateur, c'est génial, parce que ça vous donne un contexte, ça vous donne une explication précise de ce qui se passe, et ça vous propose souvent des solutions. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que je ne peux pas faire des additions avec des strings, en fait. Donc là, on commence à comprendre qu'on s'est peut-être trompé sur la syntaxe. Et ensuite, il nous montre l'endroit exact, et ce qu'il va nous dire, c'est que l'opérateur plus, ça fonctionne uniquement avec des int et des floats. Donc effectivement, ça a l'air plutôt dédié à l'addition. Et il va plus loin, il nous dit, attention, petit indice, si vous voulez, enfin j'ai l'impression que vous essayez de concaténer des chaînes de caractères, et du coup, utilisez plutôt l'opérateur plus plus. Donc voilà, on a vraiment un compilateur qui va vous retourner des erreurs avec du contexte, de l'explication, et souvent va vous dire quoi faire pour corriger votre code. Donc en Helm, on apprend à être docile et à faire ce que nous dit le compilateur. Et ça marche. Alors c'est un langage fonctionnel, on va créer une fonction. Je vais être très original, je vais créer une fonction d'addition qui va prendre 2 variables et les additionner, qui est un use case que vous avez souvent en production, je suppose. Donc voilà, on a le nom de la fonction, le premier paramètre, le deuxième paramètre, et pas de parenthèse, pas de virgule, pas d'accolade. On a directement les arguments, c'est une syntaxe vraiment minimale. Derrière, on a un égal, et on a le corps de la fonction. Pareil, pas d'accolade, pas de syntaxe inutile. Donc là, on dit qu'on définit une fonction sum qui va prendre un A, un B, et qui va faire A plus B. Du coup, bah là, on a un prototype, enfin un type un peu différent, qui nous dit bah, c'est une fonction qui attend un nombre en argument, un second nombre en argument, et qui retourne un nombre. Donc vous voyez, il ne sait pas si c'est un entier ou un float, par contre, il vous dit bah, c'est une fonction qui attend 2 nombres et qui retourne un nombre. Donc là, pour l'utiliser, on peut faire sum 3, 4. Pareil, pas de virgule, pas de parenthèse, on est vraiment compact. Et du coup, on obtient le résultat de notre fonction. Une variable, au final, c'est juste une fonction sans paramètres, donc même syntaxe. Avec 2, c'est encore mieux. Voilà. On a des conditions. Pareil, pas de parenthèse, pas de chichi, pas de fioriture. On ajuste la condition. On a un zen pour mettre le résultat en cas de valeur true. Donc ici, par exemple, hello. J'aime bien ça. Et sinon, on va mettre goodbye. Un truc important, c'est qu'en Helm, une condition, c'est une expression, c'est-à-dire que ça retourne une valeur.
Donc là, si je fais enter, il va me retourner hello, qui est une string, parce que c'est une expression. Ce qui veut dire aussi que vous êtes obligé d'avoir un else, parce que si vous ne mettez pas de else, il ne sait pas quoi retourner, au cas où la condition vaut false. Et donc vous êtes obligé de gérer tous les cas. Et c'est grâce à ça quand même, notamment, vous n'allez jamais avoir de runtime exception. Parce que dès que vous avez un cas à gérer, vous devez le gérer. Alors, on a des tableaux comme en JavaScript, sauf quand même, ça s'appelle des listes. Et là, on voit dans le type une petite nouveauté. Il nous dit c'est une liste, mais une liste de quelque chose, une liste de A. Et A, c'est une variable comme on avait notre variable number tout à l'heure, qui dit bah, je sais qu'il y a quelque chose dedans, mais je ne sais pas encore ce que c'est, parce que notre tableau est vide. Si on lui met une chaîne de caractères, il va nous dire ah oui, c'est une liste de strings, effectivement. Ce qui veut dire aussi que vous ne pouvez pas mettre une string et un nombre. Là, il va vous mettre une autre erreur qui est assez compréhensible. Il va vous dire le deuxième élément de cette liste, il n'a pas le même type que les éléments précédents. Le deuxième élément, c'est un type number, alors que les autres, c'était des strings. Et ensuite, il vous explique pourquoi. Il vous dit dans une liste, tout doit avoir le même type, comme ça, vous n'avez pas de truc, de valeur indésirée au runtime. Et du coup, bah, il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, bah, il vous donne un lien pour apprendre comment mettre plusieurs types dans une même liste, si jamais vous voulez vraiment faire ça. Et il va plus loin et vous dit peut-être qu'en fait, ce que tu voulais, c'était convertir ton nombre en chaîne de caractères, donc du coup, tu peux utiliser cette fonction pour le faire. Donc voilà, en plus de vous dire l'erreur et de l'expliquer plutôt bien, il va aller plus loin et essayer de vous aider à la corriger. Alors, on a un autre type de structure de données qui s'appelle les tuples. Les tuples, c'est un ensemble de 2 ou 3 éléments d'un type donné. Donc, par exemple, je peux mettre un nombre, je peux mettre une chaîne de caractères. Et bah, là, on a un tuple qui contient un number et une string. Donc voilà, ça c'est très utile si vous retournez plusieurs arguments à des fonctions ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas vu les objets en JavaScript. Donc en Helm, ça s'appelle des records. Donc, par exemple, on peut dire qu'on a un type, enfin un record avec un login qui est Jordan et un password qui est password, sachant que je travaille dans l'informatique, donc je suis sécurisé. Et là, du coup, on a un record avec une structure qui est définie ici, donc ça c'est le type de notre record, qui contient un login avec une string et un password avec une string. Souvent, on va noter les types de nos arguments, de nos fonctions, etc. Donc si on devait copier ça partout, ça serait assez rédhibitoire. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un alias pour ce record. Donc on va dire qu'on va créer un type alias qui s'appelle user, par exemple, et on va lui dire que c'est exactement ça. C'est une structure qui contient un login qui est une string et un password qui est une string aussi. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, on a aussi défini une fonction user qui va nous permettre de créer un utilisateur. Si on regarde son prototype, c'est une fonction qui prend une string en argument, qui est le login, une deuxième string en argument, qui est le password, et qui va nous retourner un user. Donc par exemple, hop. Merci de ne pas prendre de photo de ce password. Donc voilà. Ça, c'est des types alias, c'est pratique, mais ça ne change pas la vie, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. En Helm, on peut aussi définir ses propres types. Donc ça s'appelle des custom types. Et en fait, ça ressemble beaucoup à un enum, comme on aurait en TypeScript, en Java, en plein d'autres langages. Ça va être un type qui peut valoir plusieurs valeurs différentes. On va prendre un exemple concret. Par exemple, on est en JavaScript et on veut aller chercher une chaîne de caractères sur le serveur. Donc on va sûrement avoir un truc genre ma chaîne de caractères, au début, elle vaut nul. On a aussi un booléen qui va me dire c'est en train de charger. Et on va peut-être avoir un booléen pour afficher une erreur qui va nous dire peut-être que c'est en erreur. Et dans ce cas, on affiche une erreur. Donc en JavaScript, pour représenter ce concept de chaîne de caractères qu'on va chercher sur le serveur, qui est au final un seul truc, on va avoir 3 variables différentes. Et on peut se retrouver avec des cas un peu bizarres. Par exemple ici, notre valeur elle est en train d'être chargée, par contre on a une erreur. C'est un peu bizarre. S'il y a une erreur, c'est que c'est plus en train de charger au final. Donc on a des états incohérents qui ne sont pas terribles. Alors, en Helm, ce qu'on ferait, c'est créer un nouveau type qu'on appellerait remote string. Et on dirait que notre remote string, c'est soit quelque chose qui n'est pas chargé, soit c'est peut-être quelque chose qu'on a commencé à charger, qui est en train de charger. Donc là, on est vraiment dans un enum classique. Et par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui a été chargé et qui du coup contient une chaîne de caractères. Donc on peut donner un argument à certains membres
de cette espèce d'énum. Et on peut aussi dire que c'est quelque chose qui est en erreur et qui contient un code d'erreur et une chaîne de caractères. Et là, on vient de définir un type. Donc on peut dire que myString, c'est quelque chose qui est pas chargé. Et vous voyez que c'est une remote string. Ou on peut dire que c'est quelque chose qui est chargé. Oups. Je suis désolé, j'ai les derniers Mac et c'est un peu compliqué sur les doubles touches. Donc quelque chose qui est chargé et qui contient, tiens, on va changer, une chaîne de caractères. Ou ça peut être quelque chose qui est en erreur et qui contient un statut, 400 par exemple, et un message d'erreur, bad request. Donc voilà, vous allez pouvoir, grâce à ces types, ces custom types, modéliser exactement ce que vous voulez représenter. Ça s'appelle des types algébriques, on n'a pas besoin de le savoir, mais dans d'autres langages, vous avez ce truc-là aussi, et c'est vraiment très pratique pour modéliser vraiment ce qu'on veut modéliser dans son domaine. Alors, on n'a pas vu les booléens, donc booléen, on a true et false, et au final, un booléen, c'est défini comme ça, hein. C'est un bool, c'est soit true, soit false. C'est un custom type. Et on n'a pas vu nul. Ah, il n'y a pas de nul. On vient du monde JavaScript, on va vérifier. Là, il n'y a pas d'undefined non plus. En fait, il y avait tellement d'erreurs avec nul et undefined que les concepteurs de Helm se sont dit qu'on n'allait pas le créer. Donc on n'a pas de nul, on n'a pas d'undefined. À la place, ils ont créé un truc qui s'appelle nothing. Ils sont malins, ils l'ont renommé, comme ça, il n'y a plus de problème. Si on regarde un peu nothing, en fait, il y a un truc particulier dans son type, c'est qu'on voit que c'est un maybe de A. Donc un maybe de quelque chose. Parce qu'en fait, un nothing, c'est un truc qui a été défini comme ça. Type, là, je vais le spécialiser en string, maybe string par exemple. Je pourrais dire qu'un maybe string, c'est soit nothing, soit juste une string. Donc en fait, nothing, c'est un membre d'un custom type. Ce qui veut dire que dès le moment où vous allez utiliser une valeur qui peut être nulle, vous allez devoir la déclarer comme un maybe. Et du coup, comme le compilateur sait que cette valeur peut être soit nothing, soit just quelque chose, il va vous forcer à gérer ces erreurs nulles. Donc en fait, vous n'avez plus de nul qui échappe au contrôle du compilateur, donc il va pouvoir vous aider à corriger ce type d'erreur. Alors, donc du coup, je pourrais dire j'ai just hello. Et on voit qu'on a un maybe string. Alors, il y a 2-3 éléments de syntaxe que je ne peux pas vous montrer forcément sur le REPL parce que c'est sur plusieurs lignes et que c'est un peu embêtant. Donc, donc ça c'est une petite référence au nul. Tony Hoare, il a inventé, a dit un jour, c'était son erreur à $1 million. C'était l'invention donc de la référence nulle et il se dit il y a plein d'erreurs qui ont eu lieu à cause de ça depuis. Donc une autre syntaxe, par exemple on a une expression un peu complexe, on veut la décomposer en utilisant des variables, on va pouvoir utiliser un bloc let-in. Donc on va créer des variables dans le bloc let qu'on va pouvoir utiliser dans le in. Donc là on a déclaré 2 variables, 24 et 16 pour les utiliser après dans le bloc in. Le case-of, c'est une espèce de switch, comme on l'a en JavaScript. Sauf qu'on ne va pas seulement vérifier des valeurs, mais plutôt des patterns. Donc c'est ce qu'on appelle du pattern matching. Ici, par exemple, on a un nombre. Et ce qu'on va dire, c'est soit ce nombre, c'est la valeur 0. Et dans ce cas, je retourne la chaîne de caractères 0. Soit ce nombre, c'est la valeur 1. Et du coup, je vais retourner 1. Et là, ce qu'on a mis là, c'est une variable, en fait. Comme le A, comme le number qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est une variable qui peut contenir une valeur. Et en fait, la variable, c'est un truc qui peut contenir n'importe quelle valeur. Donc ça va tout matcher. On est vraiment sur la forme de ce qu'on essaye de représenter. Donc en fait, ça, c'est comme un sélecteur universel qui va dire donne-moi tout ce qu'il y a. Du coup, si c'est 0, ça va s'arrêter là. Si c'est 1, ça va s'arrêter là. Par contre, toute autre valeur, elle va passer dans cette branche-là. Et retourner ni 0 ni 1. Ici, on n'utilise pas cette variable anything else. Donc la bonne pratique, c'est de la remplacer par un underscore. C'est juste une pratique comme ça. On peut, sur des nombres, c'est pas très utile. En général, on est mieux avec des conditions ou autre chose. Par contre, on peut aussi le faire sur des maybe. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de voir ce qu'il y a dans un maybe. C'est de se dire, soit c'est nothing,
et ici, bah, on va retourner cette chaîne de caractères. Soit ça contient quelque chose, donc just quelque chose, et là vous voyez qu'encore une fois on essaye de reproduire la structure. Donc notre maybe, ça peut être un just myString, et du coup on va retourner ça. Et vous voyez que myString, du coup, va contenir le contenu. Donc par exemple, si on a myString maybe qui vaut just hello, la branche qui va matcher, c'est celle-là, et dans myString, on va avoir hello. Donc c'est une variable qui contient hello. Donc voilà, on essaye de matcher le pattern, et du coup, bah, le compilateur va faire correspondre les variables avec les valeurs. Ça marche aussi pour les listes. Par exemple, ici, on a une liste de strings, et du coup, bah, si la liste est vide, qui est ce pattern-là, on va retourner la liste est vide. Et par contre, si la liste contient au moins un élément, donc premier élément, et ça la syntaxe dit tout le reste là-dedans, donc c'est tête de liste, reste de la liste, en gros, et ben on va afficher le premier élément. Donc par exemple, une liste qui contient 3 éléments, first, second, third, va matcher la deuxième branche. First element, il va contenir first, le premier élément, et ensuite il va contenir second et third dans tail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une application absolument merveilleuse qui est un pile ou face. Bon, je ne sais pas si je peux l'augmenter. Donc le pile ou face, tout simplement, on va pouvoir lancer un jeu. Là, on a lancé une pièce. On est comme ça devant l'utilisateur et on lui dit pile ou face. Il répond. Et soit il foire parce qu'il n'est pas bon, soit il réussit. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout simplement. Alors, est-ce que j'ai lancé l'application? Je ne pense pas. Donc voilà, là j'ai mon application qui est lancée, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc pour l'instant, on voit qu'on a le premier écran, par contre il ne se passe rien quand on clique sur Header Tails. Ici on a un petit truc qui est assez sympa que je vous montrerai tout à l'heure, qui est très utile quand on dev. Alors, on va réduire un peu ça. Est-ce que ça va comme ça pour tout le monde ou pas? En haut? Oui? Okay. Alors, donc on va commencer par regarder ce qu'on a dans notre index.html. Et dans notre index.html, on n'a pas grand-chose. On a juste cette ligne qui importe donc notre fichier Helm qui a été compilé en JavaScript. Et derrière, on va juste dire qu'on va initialiser une application. Et on va lui dire, bah, prends le contrôle de ce nœud HTML qui est ici, donc notre div. C'est tout. Notre application, elle prend le contrôle du nœud et elle s'affiche. Dans l'application, on a pas mal de trucs. C'est pas très lisible. Donc en haut, on a une déclaration de module. Chaque fichier est un module. On choisit ce qu'il y a dedans, on choisit ce qu'il expose. Donc là, il expose à peu près tout. Et derrière, on va importer d'autres modules. Donc là, un module qui s'appelle browser, qui a priori va nous aider à gérer ce qui se passe dans le browser. On a un module HTML qui a priori va nous aider à faire du HTML. Et on a un module HTML attributes qui va nous permettre d'utiliser des attributs HTML. En dessous, on a un truc qui s'appelle un programme. Donc ça, c'est un peu cryptique. On va passer. Et le reste, on verra tout à l'heure. Alors, en Helm, à force de faire des applications, on s'est rendu compte qu'il y avait un pattern qui émergeait pour faire des web applications, des SPA, qu'on a appelé la Helm architecture. La Helm architecture, c'est le fait, enfin, on a plusieurs éléments. On a un modèle. Le modèle, c'est en gros tout l'état de votre application. Toutes les variables de votre application sont contenues dans ce modèle. S'il y a un champ qui s'affiche ou qui disparaît suivant une condition, bah, la valeur, est-ce qu'il est affiché ou pas, sera dans ce modèle. Donc ça, c'est vraiment l'état de votre application à un instant T. Ce modèle, il est envoyé à une fonction en Helm qui s'appelle view. Cette view, elle va prendre ce modèle et afficher ce qui doit être affiché suivant l'état du modèle. Donc ça va générer du HTML. HTML, c'est un type qui est défini et qui prend en argument un deuxième type, qui est un type message qu'on va créer nous-mêmes. Ce type message, c'est un custom type qui définit tout ce qui peut se passer dans notre application. Donc par exemple, si un bouton peut être cliqué, on aura un message du type button clicked. On verra tout à l'heure les types de messages qu'on peut avoir. Tout ça, c'est envoyé au Helm runtime, donc au runtime Helm, qui, lui, va afficher, à partir de ce HTML message, l'interface à l'utilisateur. Ensuite, il peut se passer des événements. Donc, par exemple, l'utilisateur a cliqué sur un bouton, et ça va générer un message. Ce message, il est envoyé à une autre fonction qu'on va définir, une fonction d'update, qui prend en argument le modèle précédent, ce message, et qui retourne le nouveau modèle. Donc la seule façon de faire évoluer votre application, de la faire changer d'état, c'est de passer par un message et par cette fonction d'update, qui va prendre l'ancien modèle et retourner le nouveau modèle. Dans le code, comment ça se traduit? On a notre modèle ici qui est un custom type,
qui peut avoir qu'une valeur possible, donc c'est une espèce d'énum, mais avec une seule possibilité. Et ici, on dit qu'on est dans un état où il n'y a pas encore de jeu. Ensuite, on a nos messages, on en a juste défini un, pareil, c'est un custom type, un message qui dit rien ne se passe. On va le supprimer tout à l'heure, c'était juste histoire d'avoir la structure. Et on voit qu'ici, on déclare notre programme en lui donnant le modèle initial, init, ça sera la première valeur de votre modèle. Donc ici, ça sera forcément un no-game parce que le modèle ne peut pas être égal à autre chose. Une fonction de vue qui est définie ici. Cette fonction de vue, elle prend le modèle en argument, elle retourne du HTML. Là, vous voyez que pour faire du HTML en Helm, en fait, c'est du Helm, parce que div, c'est une fonction. Une fonction qui prend deux arguments, une liste, qui sont la liste des attributs, et une seconde liste, qui sont la liste des éléments enfants. Donc voilà, là, on a une vue qui contient un bouton. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et on a cette fonction d'update qui va recevoir un message, le modèle, et qui va retourner le modèle et une commande, on verra tout à l'heure ce que c'est. Alors, on va essayer d'aller... Là, on va essayer de faire cette transition, donc aller sur le second écran. Et pour ça, on va créer un second écran. Donc, on va dire que notre écran peut avoir un deuxième état, enfin notre modèle peut avoir un deuxième état, qui est un game. Une fois qu'on est dans l'écran de jeu, comme je vous l'ai dit, on a déjà lancé la pièce. Donc notre modèle va contenir une valeur de pièce. Ici, plutôt que de mettre un booléen pour dire est-ce que c'est pile, est-ce que c'est false, on va créer un custom type qui va directement représenter ce qu'on veut dire. Donc on va dire que notre coin state, c'est soit pile, soit face. Alors, du coup, on a quelque chose qui représente exactement ce qu'on essaye de faire. Et ce qu'on va dire, c'est que dans la vue, suivant l'état du modèle qu'on reçoit ici, on va afficher soit le bouton de démarrage, donc si mon modèle c'est un no game, du coup, j'affiche ce fameux bouton. Hop. Si par contre, on a un game qui contient, je vous le rappelle, une pièce, et dans ce cas, on va taper très très vite. On va afficher les deux boutons qui disent pile ou face. Et on affiche un texte qui dit pile ou face. Si on revient sur notre application, on clique, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que si on regarde en bas, on n'a aucun message qui est envoyé. Ce 0, c'est le nombre de messages qui ont été envoyés dans votre application. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer un message qui va dire lance la pièce. Donc on va créer un message qui s'appelle flipcoin. Et quand on clique sur ce bouton pour commencer un nouveau jeu, donc c'est un clic, c'est un attribut HTML classique. Quand on fait un clic, on va envoyer ce message lance la pièce. Et c'est tout. Donc si on clique, on voit qu'on a des messages et il ne se passe rien. Parce que notre fonction d'update, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne toujours le même modèle. Donc là, il va falloir changer le modèle suivant le message. Donc ce qu'on va dire, c'est que si notre message, c'est un lance la pièce, on va changer le modèle et dire qu'on a un game qui contient, par exemple, face. Et du coup, ici, on est passé sur le second écran, et si on regarde notre modèle, c'est un modèle qui est un game qui contient face. Alors, sauf que contenir false, c'est pas top, parce que du coup, on essaye d'être un peu aléatoire. Sauf que l'aléatoire, on ne sait pas faire, parce que tout est pur. Donc, en Helm, on va utiliser des effets secondaires. C'est-à-dire que notre update peut retourner, en plus d'un message, un truc de type command message. Ce command message, c'est une espèce de recette qui va permettre de dire au compilateur qu'il y a quelque chose à faire. Pas au compilateur, au runtime. Et du coup, ce message va être envoyé au runtime, qui va exécuter une action, et qui va retourner un message. Alors, par exemple, là, on essaye de générer un nombre aléatoire, donc on va définir une recette pour dire comment générer une pièce aléatoire. Le Helm runtime, lui, il va recevoir ce message, il va comprendre qu'il doit lancer une pièce, et voilà. Donc, la recette, c'est un générateur de coin state, et le runtime, c'est une commande message qu'on va lui envoyer, et une fois qu'il a lancé la pièce, il va nous retourner ça dans un message. Alors, je vais aller très vite, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, on va créer ce générateur, et on va dire random coin, qui est un générateur de coin state. Hop, j'importe générateur. C'est un truc, donc on va utiliser random pour dire que j'aimerais une distribution aléatoire uniforme, donc de head ou tail. Donc là, comme avec cette
API, on serait capable de mettre une liste vide et que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une API qui nous dit je veux une liste non vide. Et une liste non vide, c'est un élément plus une liste qui peut être vide. Donc là, on lui dit génère-moi une valeur aléatoire. Ici, du coup, quand on va demander de lancer une pièce, ce qu'on va dire, c'est génère-moi un truc de type random coin. Et mets-moi ça dans un nouveau message. Hop, qui va contenir un coin state. Je prends 1 minute, histoire de finir. Hop, donc du coup, on va lui dire mets-moi le résultat dans ce message, la pièce a été lancée, et recontacte-moi. Immédiatement, le compilateur va vous dire mais attends, là, il y a un cas que tu n'as pas géré, tu as un nouveau message que tu n'as pas géré. Et du coup, il faut que tu le gères. Et du coup, ici, on doit gérer ce nouveau cas. On a la valeur qu'on a reçue de façon aléatoire et on va pouvoir la mettre dans un game. Et là, on n'a plus besoin d'effets secondaires, donc on retourne command.none. Et cette fois, on va voir qu'on a vraiment une valeur aléatoire. Et si on regarde là dans notre modèle, on voit qu'il a généré un head. Par contre, si on le refait, on verra sûrement un head. C'est de l'aléatoire, je vous l'ai dit. Voilà, un pile. J'ai plus de temps, désolé, donc vous n'aurez pas le 3e écran, malheureusement. Je vous mets juste un petit point vite fait. Donc pour moi, les avantages, c'est qu'on a vraiment une bonne expérience développeur, on n'a pas d'erreur, c'est quand même cool. Il y a un debugger qui est super utile. Le type système va vous permettre de représenter ce que vous voulez vraiment représenter, par exemple le coin state, etc. Et vous avez des performances qui sont super bien avec une super communauté. Les désavantages, c'est que c'est un modèle de gouvernance qui est très basé sur une personne, donc il faut être plutôt d'accord avec ce qu'il décide pour le langage. Sinon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et souvent, on va sacrifier le fait d'écrire plus de code pour être explicite. Et si vous voulez communiquer avec JavaScript, c'est un modèle de communication asynchrone par message, donc si vous avez des besoins synchrones, c'est peut-être pas fait pour vous. Pourquoi utiliser M? Parce que vous avez une UI complexe, un modèle complexe, vous refactorez souvent. Vous aimez pas les bugs, ça arrive. Et c'est plutôt bien pour apprendre la programmation fonctionnelle. Et personnellement, je trouve que depuis que je fais du M, j'écris du meilleur JavaScript. Après, chacun juge. Quelques liens, et sinon, merci. Désolé pour le dépassement.